L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Francis Patindé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes franco-béninois, chroniqueur au Monde Afrique et enseignant à Sciences Po Paris. L'année 2019 est une année électorale très importante pour le continent, avec plusieurs scrutins majeurs, à la commencer par des soubresauts, on va y revenir dans un instant, dont on a du mal à percevoir s'ils sont le signe que quelque chose est en train de changer ou si c'est que l'Afrique ne parvient pas à se défaire de ses vieux démons. Un mot du Gabon, d'abord Francis Patindé. Le calme est revenu à Libreville après la tentative de putsch du début de la semaine contre le président Ali Bongo Ondimba. Comment est-ce que vous avez lu ces événements à Libreville ? D'abord, cette tentative de coup d'État n'est pas une cause de problème. C'est la manifestation de l'existence d'un malaise dans ce pays. Voilà un pays où il y a eu des élections, où le président a été plutôt mal élu. Le président est malade, absent du pays depuis plus de 2 mois, et il est en convalescence au Maroc. La population demande à être beaucoup plus informée. Vous vous souviendrez qu'on a dit d'abord qu'il avait un petit malaise, ensuite on a corrigé le tir petit à petit. Donc il n'y a pas eu de transparence sur l'état sanitaire du président de la République. Et c'est une situation qui légitimement inquiète la population gabonaise. C'est le signe de l'usure du pouvoir après 50 ans au pouvoir du clan Bongo. Absolument. Vous savez, il y a beaucoup de successions dynastiques, des velléités de succession dynastique en Afrique. Le Gabon est dans ce cas de figure. D'ailleurs, le Congo, la République démocratique du Congo, vous savez que le père du président actuel a été assassiné en 2001 et que lui a pris le relais. Donc, il y a des velléités de certains pays d'Afrique, surtout en Afrique centrale, à avoir une succession dynastique du problème, du pouvoir. Et ça inquiète les populations. Vous savez, les populations africaines sont jeunes, extrêmement jeunes, beaucoup plus jeunes qu'en Europe. Et c'est des gens qui voient le même visage pendant 50 ans. Avouez, ma foi, que ça, il y a de quoi désespérer les foules. Ah, précisément, il n'est pas temps de changer. Il est temps de changer. Il faut reconnaître qu'il y a des signaux positifs en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui fonctionnent. Je parle du Ghana, je parle de l'Afrique du Sud, du Botswana, de Maurice. Tout récemment, l'élection à Madagascar s'est plutôt bien passée. Plutôt bien passée à Madagascar. Andra Joël est revenu au pouvoir après avoir s'être retiré en 2013. J'étais là-bas pour le compte du PNUD. Il s'est retiré volontairement, il ne s'est pas présenté, il a attendu son heure et le voilà revenu au palais présidentiel. Et on va revenir sur ces bons signaux. Un mot de la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone du monde. On ne connaît toujours pas les résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier. Quelle est votre intuition sur ce qui est en train de se passer en RDC ? Je pense qu'on se prépare peut-être à une alternance, la première depuis l'indépendance dans ce grand pays africain. Mais il y a des inquiétudes légitimes. Le fait de traîner à donner les résultats, c'est un motif d'inquiétude. C'est vrai qu'il y a près de 40 millions d'électeurs dans ce pays, qu'il faut compter sérieusement, qu'il faut consolider les résultats provisoires avant de les transmettre à la Cour. Je pense qu'il faut aller vite, qu'il faut donner les résultats pour éviter les accusations de manipulation. Précisément, l'absence d'observateurs étrangers, le report d'élections dans des régions plutôt hostiles au pouvoir, la coupure d'Internet, l'expulsion de notre consoeur de RFI, ça ne présage rien de bon ? Ça ne présage rien de bon, mais pour rassurer, il ne faut pas oublier que la puissante Église catholique du Congo a déployé près de 40 000 observateurs nationaux, je crois, sur le terrain, et cette Église catholique a des relais et un puissant réseau à travers le pays. Elle a même annoncé qu'elle connaissait le nom du précisément, quand elle dit la semaine dernière, cette Église catholique congolaise, on connaît le nom du candidat. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire à la commission électorale, attention, on n'acceptera aucune tricherie ? Pas de tripatouillage. On connaît celui qui a gagné, on le sait parce qu'on a nos réseaux sur l'ensemble du territoire. Faites attention à l'annonce du résultat. Mais on n'est pas sorti de l'auberge, il faudra redoubler de vigilance. Précisément, la RDC est peut-être sur le point de vivre sa première alternance pacifique depuis les années 60. Est-ce que le pouvoir, vous le sentez prêt à lâcher, à reconnaître, si tel était le cas, la victoire d'un des deux candidats de l'opposition ? Ça ne va pas être facile, mais c'est possible. Il faut dire que la RDC est un pays extrêmement riche, ça intéresse, ça suscite beaucoup de convoitises. Le clan actuel au pouvoir ne veut pas lâcher parce qu'il a profité de son passage au pouvoir pour s'enrichir.
Et donc, ils ne veulent pas lâcher la proie pour l'ombre. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a des pressions internationales, même s'il n'y a pas d'observateurs internationaux, à partir du moment où les électeurs font pression, que l'Église catholique est vigilante, je pense qu'ils vont avoir du mal cette fois-ci à voler le suffrage des électeurs. Des crispations, enfin, Francis Patinde, il y en a autour de l'élection à venir au Sénégal. Oui. L'opposition est en colère. Beaucoup de participation de candidats a été retoquée à cause d'une nouvelle loi sur les parrainages. Oui. L'ancien maire de Dakar est toujours en prison pour escroquerie. Là encore, on dit du Sénégal que c'est l'une des démocraties d'Afrique de l'Ouest qui marche le mieux. Est-ce qu'il faut s'inquiéter avant ce scrutin qui aura lieu à la fin du mois de février ? Il faut s'en inquiéter. Moi-même, j'ai couvert 3 élections au Sénégal. C'est un pays, tant bien que moi, qui était cité comme modèle. On ne comprend pas l'absence du maire de Dakar, de l'ancien maire de Dakar, de Khalifa Sall. On ne comprend pas non plus l'absence jusqu'à ces derniers jours de Karim Ouad, le fils de l'ancien président. Parce que on devrait ouvrir le jeu. Parce qu'un président Macky Sall réélu avec des candidats mineurs, des adversaires mineurs, ça enlève un peu de saveur à cette réélection. Je pense qu'il faut y aller franco, autoriser, ouvrir le jeu pour que le maximum de gens se présentent, des candidats d'envergure se présentent contre le président actuel et que ça donnera beaucoup plus de poids et de crédibilité au prochain scrutin du mois de février. Alors voilà pour l'intention, mais comment l'expliquer ? Pourquoi un président comme Macky Sall serait en 2019 prêt à fermer le jeu à ce point avec le risque que ça comporte ? Le problème, c'est que dans de plus en plus de pays, on instrumentalise la justice. On utilise la justice, l'administration fiscale également contre les opposants. On dit, bon, ils n'ont pas payé d'impôts, on déclenche une action contre eux, et c'est la même chose de la justice. Et moi, pour ma part, connaissant le Sénégal, un pays où j'ai vécu 4 ans et dont j'ai couvert 3 élections, je pense qu'il faut ouvrir le jeu. C'est à l'avantage, c'est à l'honneur du Sénégal, qui est une belle petite démocratie africaine. On sent votre optimisme, Francis Patinde, on le comprend, mais une fois qu'on a dit tout ça, sans faire un catalogue évidemment de la situation qui est très diverse sur cet immense continent qu'est l'Afrique, est-ce que ça veut dire que la bonne gouvernance est une chimère sur ce continent, ou est-ce qu'il faut faire une lecture inverse, se dire qu'à défaut d'obtenir le pouvoir, les oppositions se font de plus en plus entendre, que les vieux pouvoirs s'usent? On parlait de la RDC à l'instant, il y a ces manifestations en ce moment au Soudan également. Est-ce que quelque chose se passe, ou est-ce que finalement la réalité fait qu'on se crispe et que rien ne change? Il y a des frémissements, il se passe de bonnes choses en Afrique, il y a une société civile beaucoup plus tonique que par le passé. Il y a des partis politiques qui beaucoup plus... L'avènement des réseaux sociaux, ça a beaucoup contribué également à décrisper le jeu. Mais qui sont coupés à chaque soubresaut politique, on coupe Internet et c'est fini. Oui, mais figurez-vous qu'il y a des jeunes qui utilisent le VPN et il y a d'autres moyens de contourner ça, pas à une grande échelle, mais les activistes arrivent à contourner ce... L'inquiétude vient surtout d'une région d'Afrique, c'est l'Afrique centrale. Rien n'a bougé, c'est une zone d'inertie. En Afrique centrale, c'est là où il y a une forte concentration d'octogénaires, de septuagénaires qui sont au pouvoir pour certains depuis 3-4 décennies. Vous pensez à... Je pense au président Obiang de Guinée équatoriale qui va fêter cette année ses 40 ans de pouvoir. Je pense au président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazza, et qui donne des leçons d'ailleurs, par ailleurs, au Congo, à RDC en face, alors que lui-même devrait balayer devant son palais. Et comment on explique la différence, pourquoi la société civile, là, se fait peut-être moins entendre qu'ailleurs? Elle est réprimée. Vous savez, au Burkina, c'est la société civile qui a contribué au départ de Blaise Compaoré en 2014. Mais au Congo, ou en Afrique centrale, de manière générale, elle est réprimée dans le sang. Il y a eu beaucoup de meurtres de journalistes en RD Congo. Il y a eu des activistes de Filimbi, de Lucha qui ont été assassinés, qui ont été arrêtés. Donc la répression, elle est plus féroce en Afrique centrale parce que les intérêts sont colossaux, les intérêts miniers, les intérêts financiers. Donc la répression va avec. Et là, qu'est-ce qui peut se passer dans ces pays-là pour que ce frémissement que vous évoquiez
prennent de l'ampleur? Ce sont des régimes qui sont condamnés parce que la population est extrêmement jeune. Vous avez des présidents qui sont vieux et vous avez une population jeune qui veut, qui a les mêmes envies qu'en Suède, qu'à Paris, qu'ailleurs. Ouais, et quand vous avez ça, c'est une cocotte minute. Et un jour, ça finira par exploser. Alors, le tout, c'est d'anticiper cette explosion. Il y a moyen d'éviter qu'on en arrive là. Il faut que les dirigeants actuels le comprennent, qu'ils s'ouvrent à la jeunesse, qu'ils ouvrent le jeu, qu'il facilite des alternances politiques, comme il y en a eu par ailleurs au Ghana, toute l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, et les pays sont libres. Sans compter que cette mauvaise gouvernance a un coût pour le développement, la stabilité économique de ces pays africains. Il y a un moment, il y a un principe de réalité, ça bloque les énergies d'un pays. Ben, oui, je suis totalement d'accord avec vous. Regardez le Cap-Vert, tout petit pays, pauvre, mais l'économie marche. C'est un pays qui a connu plusieurs alternances. Regardez Maurice, ça se passe plutôt bien. Regardez le Botswana, ça se passe. Regardez le Ghana. Ça se passe plutôt bien. Donc, il y a des exemples à suivre. Qu'on ait besoin d'aller en Amérique ou d'aller en Europe pour trouver des exemples. Les exemples sont sous nos yeux en Afrique. Il suffit que ces pays, surtout d'Afrique centrale, ouvrent les yeux, pensent à l'avenir plutôt qu'à eux-mêmes, à leur famille, à leur clan. Ça vous fait vous dire que les années qui se présentent pour cet immense continent africain, encore une fois, dans toute sa diversité, seront porteurs d'amélioration, de transition démocratique plus large? Moi, je pense que oui, parce que l'économie s'est beaucoup améliorée dans la plupart des pays. Et il y a cette jeunesse dont je parlais tout à l'heure. Il faudra peut-être resserrer les vis au niveau de l'éducation nationale, parce que le niveau général de l'éducation a baissé. Donc, il faudra mettre l'accent là-dessus. Les économies suivent, les gens voyagent beaucoup. Tous les Africains ne veulent pas traverser le désert ni prendre des bateaux, des rafiaux pour rejoindre l'Europe. Il y a beaucoup d'Africains qui veulent vivre au pays, travailler au pays et se développer, s'amuser au pays. Et c'est le travail des ONG, c'est le travail de la société, la nouvelle société civile, d'éduquer ces jeunes à rester, à vivre au pays. Merci beaucoup Francis Patindé d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. On retrouve vos chroniques, vos analyses dans Le Monde Afrique et votre regard sur ce continent.